Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. On essaie de mettre en lumière certains sujets qui vous intéressent, les téléspectateurs de Mandé TV. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir ma consoeur, Madame Assetou Diarra, journaliste, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Moi je vais bien. Tout se passe? Ça va. Dans ce Maliba? Dougou Bekak. Dougou Bekak. Mais on tient le coup. Ça veut dire que c'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? Faut pas faire quand les taxis écrivent ça sur leur véhicule, ça veut dire que vraiment, on est stationnaire, hein? Le message doit passer. Merci beaucoup à tout pour ce petit fou rire ou sourire d'entrée. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà, je pense que chez vous, ça doit être sûrement le cas. Notre invité pour aujourd'hui est Monsieur Binet Telil, le président du réseau des jeunes leaders politiques du Mali. Monsieur Telil, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va, je vais bien chez vous. Le leadership toujours au point? Toujours au point, nous sommes là-dessus. On a fait comprendre que les leaders politiques, on les a un peu muselés quelque part. C'est pas le cas pour vous? Non, bon, on fait avec. La situation est extrêmement difficile, mais voilà, nous existons. Parce qu'on ne peut pas faire la vie sans la politique. Elle fait partie de notre vie, donc on est obligé de s'accrocher. Exactement, vous avez une place très prépondérante dans la société. C'est suite à tout le Mandé TV, nous allons avec nos sujets. Le premier sujet qu'on a là sous la main, il s'agit des rencontres que la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est en train de faire avec une série, voilà, une série de corps, les légitimités traditionnelles, les forces vives de la nation, la presse et autres. Ça se passe du 17 au 25 février. Voilà, il s'agit de recueillir un peu ce que ces différentes corporations ont à dire. Je pense bien. C'est tout. De quoi il s'agit? Comme vous le savez, et vous venez de donner les dates, il s'agit d'une rencontre où effectivement on va poser les débats sur la table, essayer de voir les défis que le pays rencontre actuellement, trouver des pistes de solutions, voir tous les aspects, que ce soit sur différents domaines de développement clés, la santé, l'éducation, le développement, les crises énergétiques et j'en pense. Et je pense sincèrement que ça va être le cas. Mais la démarche est à peu près pareille que la démarche qu'on a vue il y a juste une année lors du dialogue intermalien. C'est d'ailleurs le même président l'ancien ministre. Exactement, Issoufi, qui est en train de mener ces travaux-là. Donc, je pense que ça va être la même démarche. Peut-être il y aura des recommandations qui vont être formulées. Mais pour ma part, je pense que le dialogue intermalien était beaucoup plus ancré, plus proche des populations, parce que lors du dialogue intermalien, il y avait des dérogations, il y avait des sessions qui se sont tenues au fin fond des localités. Bon, je ne pense pas que cette fois-ci, ils vont arriver jusqu'à ce niveau-là, mais pour ma part, le dialogue, c'est forcément la solution de cette crise qu'on connaît, qui se dit sécuritaire avant tout. Et donc, les tables de négociation doivent être mises en avant et surtout l'aspect chasse aux sorcières, entre guillemets, doit être bien révisé. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit aussi le lieu de revoir tous les dysfonctionnements ou alors les faits passés qui n'ont pas été corrects. Revoir ces détails. Est-ce qu'il faut réellement aller en justice ou pas? C'est un peu le danger qui est là. Et aussi les recommandations lors du débat du dialogue intermalien, il y a eu beaucoup de recommandations. Et parmi ces recommandations, on avait bien noté qu'il n'y avait même pas la crise énergétique. Pourtant, même si on réunit, je ne sais pas, deux Maliens aujourd'hui, la crise énergétique va venir en première position. Donc, on attend beaucoup de ces rencontres-là. On veut que ce soit des vraies problématiques, des vraies réalités que rencontrent les Maliens qui soient sortis à l'issue de ça. D'accord, merci beaucoup, c'est tout. Monsieur Telly, je crois bien que la commission a rencontré les leaders politiques, les partis politiques. Vous, quelle approche vous avez par rapport à ces travaux-là de la commission? Bon, comme ma conseil l'a dit,
c'est pas facile parce que nous sortons du dialogue national inclusif. Bien avant, il y a eu le déni. Il y a eu le dialogue intermalien. Maintenant, c'est toujours les mêmes recommandations en réalité. Maintenant, le fait d'associer, le fait d'écouter les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles, coutumières, les confréries, bon, je pense on avait déjà eu à faire tout ceci au nord du dialogue national inclusif. Maintenant, le fait les partis aujourd'hui sont dans la logique de que ce dialogue-là soit un dialogue très franc. Qu'on ne vienne pas s'asseoir et puis qu'on donne un document et que le document soit laissé dans un mois ou dans 2 mois. Il faut que ce soit un vrai dialogue. Il y a des acteurs auxquels aujourd'hui on doit tendre la main. Aujourd'hui, il y a des acteurs, surtout les principaux acteurs de cette crise, aujourd'hui, nous les connaissons. C'est les responsables des terroristes qui sont qui sont au centre. C'est des mouvements armés à qui on doit discuter. C'est extrêmement important. On ne peut pas s'asseoir à Bamako, appeler les confréries, appeler les partis, voilà, et venir échanger. Mais c'est comme si, quand Bambara en Soula, mais en Matama, c'est comme si ça ne va rien servir. Il faut qu'on aille au fond. Il faut qu'on se dise les vraies vérités. Mais le dialogue avait déjà fait ça. Oui, là, il s'agit de sortir c'est la même chose. C'est le même principe. C'est un document il faut qu'on aille au-delà. Vous savez, il y a aujourd'hui des leaders qui sont aujourd'hui exilés. Il faut qu'on essaie de changer avec eux. C'est extrêmement important. On ne peut pas, ceux-là qui sont aujourd'hui fâchés, fâchés contre la République, contre le pays, on doit essayer d'échanger avec eux et voir dans quelle mesure on peut les faire ramener à la table de négociation et puis que ce soit un dialogue vraiment franc. Il ne faut pas que ce soit un document où on appelle des gens de Bamako, des grandes villes. Il y a les vrais acteurs aujourd'hui qu'on doit rapprocher, avec qui on doit échanger pour pouvoir trouver des solutions idoines. Vous n'avez pas entendu la sortie du ministre quand même de la réconciliation qui fait savoir que la main a été tendue à tout le monde. Voilà, cette main a été tendue à tout le monde et qu'il n'y avait pas de problème à venir s'asseoir autour de la table et de discuter des choses. Néanmoins, il fallait quand même ne pas occulter la justice. S'il y avait une solution toute faite à une guerre, je pense que le monde ne connaîtrait pas de guerre, quoi. Si la main a été tendue et que la main n'a pas été saisie, je pense qu'il faut voir d'autres stratégies. Et je pense que les stratégies, les hommes, les idées ne manquent pas, en fait. La main a été tendue, c'est peut-être vrai, mais il faut continuer. Et c'est ça toute la complexité du travail et c'est ça toute la complexité d'une situation de sortie de crise. C'est ça. On ne peut pas savoir forcément quelle sera la solution, mais on peut mettre des pistes, on peut amener des pistes, on peut proposer des solutions, voire même des stratégies pour pouvoir trouver. Parce que ce qui est sûr, on aura beau faire la guerre, tôt ou tard, il va bien falloir faire la paix. Et on ne pourra pas faire de paix sans s'asseoir pour discuter de quelque chose. D'accord. Par rapport, je reviens vers vous, M. Kelly, par rapport aux leaders politiques et autres, mais quand le ministre fait comprendre que la justice doit s'appliquer avant tout, on veut bien discuter avec eux, mais la justice doit s'appliquer. Ça veut dire tout simplement, pour lire entre les lignes, comme quoi il faut qu'ils viennent répondre de leurs actes. Tout à fait. Donc ça peut être compliqué. C'est un obstacle. C'est vrai, on ne peut pas... les responsables qui ont décidé de rompre avec l'État, aujourd'hui, c'est des gens qui sont... La majeure partie sont poursuivis. Mais pour la cohésion nationale, pour la paix, il faut vraiment qu'on essaie de faire fi de certaines choses. C'est vrai, on ne peut pas violer les textes, on ne peut pas mettre en mal la séparation des pouvoirs. L'exécutif ne peut pas s'immiscer dans le judiciaire, mais souvent pour la cohésion nationale, pour la recherche de la paix, aucun sacrifice n'est de trop. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, tu tends la main, mais il y a une épée de Damoclès qui est sur sa tête. Il ne peut pas venir. Il sait que s'il vient, voilà, il y a des risques de poursuite. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut mettre la balle à terre. Nous sommes tous des Maliens, essayer de les faire revenir à la table de négociation. Mais en disant aujourd'hui, quand on entend le ministre, il a bel et bien dit qu'il y a certains groupes qui ne sont pas concernés. Il l'a dit. Il a dit que certains groupes sont concernés jusqu'à ce que justice soit faite. Réconciliation, oui, mais il faut d'abord passer par la case de justice. C'est vrai, c'est extrêmement important que justice soit faite, mais il faut qu'on accepte de faire des concessions si nous voulons réellement aller à la paix. Mais est-ce que le Mali n'a pas aussi trop fait de concessions justement par rapport à ça? Ça ne va pas être un éternel recommencement qui, au final, ne donnera pas gain de cause sur la durée.
parce que c'est pas une première au Mali de se retrouver à comment dire, mettre la balle à terre et puis de revenir dans les rangs. Et au bout de quelques années, ça tombe à l'eau tout ça, notamment avec la réintégration dans l'armée des ex-combattants. C'est pas une première aussi au Mali. Mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant? C'est que beaucoup viennent pour la paix et puis à un moment donné, on voit qu'en réalité, ils viennent plus pour leurs intérêts que la paix. Et quand ça ne marche pas, ils désertent tout simplement. Peut-être aussi c'est ce changement-là, en fait. Je ne défends pas la cause. Je ne suis pas la porte-parole des décisions, mais c'est un peu pour éclairer cette réflexion-là. C'était oh, ça dit, vous savez, comme vous l'avez dit, il fut un moment où nous n'étions pas en position de force. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître que l'État malien, aujourd'hui, sur le plan militaire, est fort. Parce qu'aujourd'hui, il y a, à part peut-être une portion du territoire où il y a un conflit vers l'extrême nord, vers l'Algérie, pratiquement l'autorité de l'État s'exerce aussi sur l'ensemble du territoire. C'est vrai avec des difficultés, mais on n'a jamais été aussi fort que maintenant. Donc c'est extrêmement important quand tu es en position de force. Même ton interlocuteur sait aussi que voilà, lui aussi il a intérêt à se mettre à carreau. Donc aujourd'hui, on n'a jamais été dans cette position. Dans tous les accords, tous les processus qu'on a eu à faire, nous étions un peu en position de faiblesse. Mais aujourd'hui, nous sommes en position de force et on doit pouvoir ramener tous les enfants du pays à la table de négociation. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces Maliens, citoyens maliens, qui estiment que ramener ces ex-rebelles dans l'armée n'est pas une très bonne solution? Déjà, moi, je dirais groupe. J'aime plutôt dire groupe armé. Je n'aime pas dire rebelle. Groupe armé. On va rectifier pour vous. Parce que ce sont les Maliens. Tout à fait. Ce sont les Maliens. Et c'est ça qui rend cette crise encore plus complexe. Parce que toute action qu'on va mener, quelque part, on le fait. Ce sont aussi des Maliens, en fait. Et donc, il faut qu'on grandisse avec notre expérience. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire, c'est un vécu. Donc, c'est à partir de ce vécu que maintenant, les prochains dialogues ou les prochaines décisions qu'on va prendre, c'est en fonction de ces réalités que nous avons vécues que nous devrons les prendre. Et non refaire, comme vous avez dit, refaire les mêmes erreurs. Ça, ce n'est plus nécessaire. J'ai envie de dire à ces Maliens-là que ces groupes armés-là, ce sont aussi des Maliens. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit d'accord de se mettre à la place de l'autre. Ces gens ont des réalités. Je veux dire, même l'attaque qui s'est passée en septembre dernièrement, ici à Bamako, on a vu des photos, ce sont des jeunes. Mais ils ont quoi? Ils ont quel avenir? En fait, il faut qu'on arrive à se mettre à la place de ces gens pour comprendre dans quelle vie ils sont et dans quelle mentalité ils sont qui les amène à prendre ces chemins-là. Le challenge, c'est de justement faire en sorte qu'il y ait cette décentralisation des ressources, des emplois, de la sécurité alimentaire, de tout ça qui maintient l'équilibre dans un pays. Tant qu'il n'y aura pas ça, je suis désolée, on aura toujours ces problèmes-là. Et ces Maliens, il faut qu'ils sachent que ces groupes armés, ce sont des Maliens et on doit tout faire pour les ramener au Mali. D'accord. Quelle crainte vous pouvez avoir par rapport à tous ces travaux-là? Quelle crainte? Quelle crainte? Oui, quelle crainte en disant que pendant ces travaux, je crains qu'on ne prend pas en compte X ou Y ou ceci ou cela. Quelle crainte, par exemple, pour vous qui êtes jeune leader politique? Non, la crainte est que certains ne soient pas laissés en marge. C'est ça la crainte principale, honnêtement. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je ne dis pas, il y a certains qui évoluent sur le territoire malien, qui ne sont pas des Maliens. Ceux-là sont à combattre. Mais tous ceux-là qui sont Maliens, nous sommes tous les mêmes. Donc aujourd'hui, il y a des causes, il y a des raisons pour lesquelles ces gens-là ont pris des armes. Je ne les défends pas, c'est vrai, mais si tu vois la situation poreuse de certaines zones, tu comprends un peu pour quelles raisons certains se battent. Mais aujourd'hui, on parle de Mali-Croix, on doit reconstruire notre pays. Donc pour moi aujourd'hui, on tendons la main à nos frères et on verra. On verra au cours des discussions, qu'est-ce qui en sortira des discussions. Et avec ça, on pourra travailler avec ça. Maintenant, ceux-là qui ne veulent plus rester dans le giron de l'État, donc seront à combattre. C'est les gens qui seront à combattre, qui seront bannis, on les combattra. Mais honnêtement, restons tous dans la logique de la discussion et du dialogue. Et l'intérêt du Mali
et le Mali Courage sortira de cette discussion-là. Merci. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut craindre par rapport à ces travaux? Moi, déjà, j'attends les recommandations. D'accord. Je pense que ça, c'est clair. Parce que les recommandations doivent vraiment refléter les besoins, les réalités des Maliens. Donc ça, moi, ma crainte, c'est de voir l'issue des travaux, les recommandations qui vont sortir de cela. Est-ce que réellement les problématiques clés, les réalités et les problèmes que vivent les Maliens au quotidien sont vraiment pris en compte? Et si oui, est-ce que vraiment il y aura le suivi après pour se rassurer que l'application va suivre? Voilà. De la petite expérience que nous avons eue du dialogue intermalien, nous avons quand même constaté qu'il y a des recommandations qui ont été réalisées en moins d'une année. Et d'autres sont toujours sur la table. Bon, cette fois-ci, nous aimerions bien aussi que les problématiques clés soient vraiment appliquées dans de brefs délais. Ça, c'est une charte. Hein. Il faut que les téléspectateurs fassent vraiment très attention parce qu'on confond le dialogue intermalien avec la charte. La charte veut dire que c'est un cadre qui va régir... Un cadre juridique. Hein. Voilà, qui va régir tout ce qui concerne pas mal de domaines. Et par rapport à la charte, quand on lit ça, on voit la paix, la réconciliation. On ne peut pas parler de paix sans parler de justice. Et quand le ministre fait comprendre que la justice, il ne faut pas l'occulter, est-ce que vous l'entendez, vous? Oui, mais... je pense que déjà, son affirmation mérite d'être clarifiée. Parce que justice, à quel niveau? Parce que bien évidemment, on ne peut pas parler de charte sans réglementation, sans aspect juridique. Est-ce que c'est de ça dont il parle? Ça, je ne sais pas. Mais si il s'agit de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chasse aux sorcières, qui a fait quoi par rapport à la paix, on ne peut pas aller avec des gens parce qu'ils ont fait ça dans le passé. Je pense que quand on parle de dialogue, quand on parle de cohésion sociale, quand on parle de paix, on est obligé de faire des concessions. Tout à fait. Il y a l'exemple de la Palestine, pas si longtemps. Ils ont dû libérer beaucoup de gens contre... Il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là pour dire qu'on va réellement parler de justice. Il s'agit de promouvoir la paix et de favoriser le vivre ensemble. Donc, à ce niveau aussi, la justice, c'est dans ce sens-là, il va bien falloir faire des concessions. Mais si ce sont des questions de réforme, des questions juridiques par rapport à la réglementation de certains secteurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Vous avez d'autres craintes par rapport à ça? Non? Pour vous, ça se passe bien? Bon, c'est juste pour la compléter par rapport à l'aspect justice. Vous vous rappelez, lors du dossier des militaires ivoiriens qui étaient là, le dossier a été judiciarisé. Donc l'État, le gouvernement ne pouvait pas les libérer comme ça parce que le dossier a été judiciarisé. Mais ils ont été obligés d'organiser un procès rapidement, les condamner et après les gracier. Donc c'est vrai, la grâce, la peine est déjà communiée, mais en principe, il n'y a plus de poursuite. Donc à partir de là, il y a toute une panoplie de concessions qu'on peut faire. Après les échanges, les frères qui sont aujourd'hui poursuivis, peut-être s'ils acceptent de revenir à la table des négociations, de mettre la balle à terre, il y a des mécanismes qu'on peut les utiliser pour sortir de cette situation-là. D'accord, merci beaucoup. On regarde ces travaux de très près. Voilà, Issoufane Issoufi, l'ancien ministre, actuellement, je pense qu'il ne dort pas sur ses deux oreilles avec toutes ces réflexions. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, pardon, ne dort pas tranquillement. Voilà, on verra bien. Merci beaucoup, monsieur, madame. Nous allons à notre prochain sujet. Il s'agit de l'éboulement de la mine d'or. Voilà. Une mine d'or dans la commune d'Abia. Le samedi 15 février dernier a fait quand même plus de 40 morts. C'est tout. C'est vraiment dommage parce que j'ai eu, je ne sais pas, la chance ou la malchance d'être à Sikasso le week-end. Et donc, quand je traversais le pont, j'ai vu l'état du pont, l'état de l'eau qui était dégradé, on dirait du sable, avec de la boue. Et j'apprends que c'est vraiment déplorable. Mais il faut quand même savoir que ce sont des mines traditionnelles, artisanales. Voilà, c'est pas les mines qu'on connaît. C'est vraiment déplorable quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup d'or dans la zone, paraît-il. Je n'en ai pas vu personnellement, mais il faut une bonne réglementation autour de ça.
Parce que ça n'est pas possible de... 40 hommes, vous imaginez, et puis il y avait des femmes. Et comment cela est-il encore possible, quoi? Je veux dire, à l'ère où nous autorisons des mines avec des engins sophistiqués, qui travaillent avec des partenaires qui sont vraiment, je vais dire, habilités. Comment, jusqu'à présent, nous laissons encore ça? Je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue, quoi. Qu'on réglemente mieux ce secteur-là et qu'on essaie de voir les dangers pour les populations. Il n'y a pas que les mines, justement. Et c'est par ça que j'ai commencé. Il y a la dégradation de l'eau et des sols et l'impact de ça sur les populations qui vivent bien en amont. Donc, vraiment, c'est déplorable. C'est très déplorable. On sait que, disons, en fin de mois de janvier, il y avait aussi eu un cas. C'est le deuxième, effectivement. Le deuxième en très peu de temps, en moins de 3 semaines. C'est vrai. C'est ça. Et l'année dernière, on avait eu aussi dans la même zone de Kenyeba jusqu'à 70 morts, quand même. Et qu'est-ce que ça vous dit, vous, en tant qu'homme politique? D'abord, je souhaite m'incliner sur la dépouille de nos sœurs. Pratiquement, c'est la majeure partie, c'est des femmes. Voilà, c'est des femmes. C'est vraiment déplorable. Comme vous l'avez dit, le cas devient de plus en plus régulier parce qu'en janvier, tout près, on a eu un autre cas. Il n'y avait pas autant de décès. Mais c'est des situations qui sont des situations répétitives. On a des mines artisanales, mais cette fois-ci, c'est une mine qui a été abandonnée par une société minière. Maintenant, très généralement, quand on installe une mine, très généralement, il y a des villageois, il y a des dames qui viennent essayer de gratter quelque part pour essayer de tirer l'air, peut-être, voilà, d'avoir quelques petits kilos d'or. Mais cette fois-ci, c'est la mine même qui a été abandonnée par une entreprise chinoise. Donc, en principe, les autorités devraient prendre des décisions pour la fermeture de la mine. Mais on a laissé faire. Et jusqu'à ce que, voilà, on dit qu'à partir du communiqué officiel, on a dit qu'il y a un caterpillar qui a glissé et qui a causé l'éboulement. Donc, on doit vraiment, ce cas-là, on ne doit plus revivre ça au Mali, honnêtement. On ne doit plus revivre ça. C'est vrai, c'est des zones qui sont, à cause de la pauvreté, c'est des gens qui n'ont que ça, honnêtement. Ils n'ont que ça pour, voilà, essayer de joindre les deux bouts. Mais la vie humaine, elle est sacrée. Donc, on doit mettre des principes, on doit mettre des conditions. À partir du moment où une mine est déclarée ou fermée, donc la mine ne doit plus être utilisée. Ça c'est un cas, mais même les cas des mines artisanales, qu'on appelle communément les damas, même là on doit essayer de réglementer. Là-bas aussi il y a des morts à longueur surtout pendant l'hivernage. Tout le temps on entend qu'il y a un dama qui a chaviré, on entend par-ci par-là, mais c'est des cas isolés, 2-3 personnes, mais quand tu fais un assemblage là, tu verras que le taux d'accidents mortels vraiment est énorme. Sur l'année, ça donne des chiffres. On doit vraiment prendre des mesures drastiques contre ces pratiques-là. C'est extrêmement important pour sauver la vie de nos concitoyens. Nous, on a quand même essayé de s'enquérir de plus d'informations avec des confrères qui sont sur place, voilà, des médias qui vraiment évoluent sur la zone et qui font leur sujet sur la défense de l'environnement, qui sont très à cheval et qui sont très accompagnés des brigades, parce qu'il y a quand même des brigades de jeunes de ces localités-là. On a essayé de voir et comprendre pourquoi, comment et ça arrivait. Et moi, j'ai été quand même assez surprise de voir qu'en réalité, ces mines artisanales qui sont dans les zones font tout pour avoir un peu de sécurité, à écarter les bonnes dames et des jeunes qui veulent gratter, entre guillemets, comme on peut le dire. Mais il se trouve qu'avec les gardiens, c'est toujours la guéguerre, la bagarre, et que ces dames font du forcing. Elles font du forcing pour pouvoir outrepasser la limite de sécurité, à pouvoir s'infiltrer et avoir un petit peu. Et en général, quand elles le font très tard ou très tôt. Voilà, c'est autour de 3 heures du matin à 4 heures du matin. Donc moi, avec l'équipe, le personnel, on s'est dit, c'est vrai, pour ces mines-là, il devrait être plus sécuriser la zone, faire très attention. Les autorités doivent être très regardants,
Mais je pense que quelque part aussi, il faudrait une sensibilisation pour ces populations qui sont autour. Voilà, ces dames qui viennent, c'est vrai, c'est du forcing, elles veulent truc, mais je pense qu'il faudrait une sensibilisation. Effectivement, vous savez, c'est la quête du gain. C'est comme le cas au Nigeria ou au Ghana. Souvent, on voit des citernes qui chavirent. Les gens savent que voilà, ça peut s'embraser à tout moment, mais avec tout ça, ils viennent siphonner de l'essence. Donc, c'est la même chose. Même, vous voyez, avec ce cas-là, même demain, si une entreprise décide d'abandonner une mine là, vous allez voir que les jeunes là vont aller dès demain aller chercher voilà les petits gains. Maintenant, mais c'est aux autorités de prendre des dispositions, pour qu'au moins qu'on essaie de sécuriser au maximum. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut qu'on essaie de sécuriser au maximum ces sites là. Fadima, si on laisse un bonbon ouvert à un enfant, il va le prendre. Ah oui, il va s'en servir. C'est clair. On parle d'or quand même. On parle d'or. Donc, ça veut dire c'est une mine qui était là. Donc, c'est des ressources qui ont de la valeur. Donc, ça doit faire partie même des conditions d'acquisition de ces mines. Quand vous quittez, vous devez remettre la mine dans tel état. Et après, il doit avoir... C'est pourquoi, dès le départ, on parle de réglementation. Un cahier de charge. Clairement, il doit avoir des réglementations avant, pendant et après pour se rassurer que les populations ne seront pas tentées d'aller. Mais tant que vous allez laisser la tentation, et après vous dites que les gens sont tentés, mais excusez-moi, ils sont tentés, mais ils n'ont pas les moyens. Ah ouais. Donc ça, je veux dire, il ne faut pas être... C'est quand même évident, quand même. C'est clair, si on laisse ça, ils vont venir. Tout à fait. En tout cas, on sait qu'il y a des autorités sur place. Il y a des gouverneurs, il y a des maires qui sont sur place. Ici, c'est vraiment pouvoir dire que ces autorités... le médecin après la mort, quand même. Voilà, qu'ils essaient de mettre en place une forme de communication Tout à fait. à l'endroit de ces populations-là pour vraiment sensibiliser. Parce que le but final ici, c'est d'éviter des morts. Peu importe... la procédure qui va être prise, que ce soit les autorités en tant que telles, qui sont déjà représentées dans la zone avec les représentants, voilà, et puis aussi avoir un suivi, un contrôle de ces sociétés minières quand elles s'en vont. Est-ce qu'elles ont mis la zone en sécurité pour qu'il n'y ait pas de drame? Voilà. Donc voilà, tout le Mali s'incline devant la dépouille de ses parents. Voilà, et on espère que pour une fois, ce genre de choses n'arrivera plus, même si on sait que ça ne va pas être évident, mais on le croit fortement. Il est temps maintenant que les autorités maliennes prennent des vraies dispositions pour éviter tous ces morts-là. Merci beaucoup. Et aussi des dispositions par rapport à l'eau. Et à tous les dégâts d'eau qui se font en amont. Parce que ça continue en fait. C'est vrai, c'est dommage. Tous ces morts sont vraiment regrettables. Mais ça continue encore de faire des dégâts. Parce que c'est encore une mine. Même si c'est artisanal, c'est une mine. Parce que les gens sont en train de chercher de l'or là-bas. Et ils secouent l'eau, la terre, ça se mélange. Et les populations en amont n'ont plus d'eau potable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... C'est vrai que la dégradation de l'environnement, on l'a plus quand même remarqué. Je te jure, c'est un pays où les Maliens n'ont plus beaucoup cette culture de planter les arbres. Il faut dire la vérité, les Maliens n'ont plus du tout cette culture de planter les arbres. Avant, pendant l'hivernage, on voyait que des activités de reboisage et tout. Maintenant, à peine si on a une petite poignée d'une vingtaine d'activités. Or que... c'est des activités qui doivent se faire même sans la période d'hivernage. Tout à fait. Voilà, la protection de l'environnement, de la flore, c'est tout le monde qui doit le faire. Parce que même si, généralement, lors de telles actions, on plante, après, tout le monde s'en va. Mais l'arbre, il meurt. Il meurt, hein. Est-ce que quelque part, il faut interpeller le ministère de l'assainissement, de l'environnement et de la santé par rapport à... Ah si, bien sûr. Ça les concerne complètement. Absolument. Je pense que c'est ça relève carrément de ces trois ministères-là. Et peut-être qu'ils sont en plein travaux là-dessus, c'est bien possible, parce que vraiment la qualité d'eau que moi j'ai vue, elle n'est pas du tout potable pour les populations qui sont dans les parages. Bon, je pense qu'ils en sont conscients quand même, parce que c'est vraiment... Mais si rien n'est fait, ça, je pense, on espère que les choses... les résultats aujourd'hui aussi. C'est ça. Non, on peut espérer qu'ils fassent quelque chose,
Mais si au final, il n'y a pas de résultat, c'est comme si Non, rien n'a été fait. on va continuer à faire le plaidoyer à ce que, voilà, qu'on tienne compte de l'environnement. Ce C'est qu'elle ça. vient de dire, c'est l'eau, les plantes, même la terre elle-même, souvent, elle n'est plus utilisable. Après le départ des mines, on ne peut plus l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut toute une panoplie de stratégies. mesures, ouais. Voilà, pour pouvoir, après le départ des mines, pour que, au moins, même pendant l'implantation des mines, pour que, au moins, qu'il y ait au moins le petit nécessaire sanitaire en termes d'eau. Dans ces zones-là, l'eau pour boire, là, souvent, les gens achètent de l'eau en sachet ici pour les boire, là, parce que là-bas, l'eau n'est pas consommable. Ce n'est pas évident. Donc, vraiment, c'est pas le ministère de la Sécurité. Il y a tout un staff derrière tout ça. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, et le ministère. Pratiquement, c'est toute l'équipe gouvernementale qui doit se charger de tout ça. C'est important. D'accord, on ne cessera d'interpeller ici sur ce plateau de Mandé TV, voilà, pour que des mesures fortes, des décisions fortes et des actions surtout pour la préservation de l'environnement et pour le bien-être des populations maliennes. Et puis, il y a des populations qui les consomment aussi, ces eaux, en fait. Ah Comme oui. ça, dans cet état. Ah ouais. Par ignorance. C'est ça, Non, pas par ignorance, mais par exemple, besoin. comment Par le on les choix appelle. aussi. Oui, mais ils ont l'habitude de boire dans l'eau là, et bon, ils se disent pas que c'est parce que, ils se disent, bon, c'est pas tellement grave, parce que j'ai l'habitude de boire dedans. Moi, je vois des gens qui amènent leur troupeau dans le fleuve, ils boivent de ce eau-là, les bœufs boivent dedans, et après, ils s'en vont en milieu rural. Donc, ils boivent. Et des fois, ils ne savent pas que c'est dû à une situation qui peut les rendre, qui peut présenter des dangers. Non, dans l'immédiat, ils ne voient pas les conséquences. Voilà, et c'est après. Ah, c'est après. Très généralement, c'est après, des années après, que les séquelles commencent à venir. Sinon, les nomades, dans ils l'immédiat. consomment ces eaux-là. C'est vrai que c'est la question doit se poser parce que on constate un fort taux de cancer. Voilà, avant, les formes de cancer qu'on pouvait voir, c'était à un certain âge, mais maintenant, même avec des petits-enfants, on se pose la question, comment se fait-il qu'un petit de 1 an, 2 ans présente ça? Peut-être que c'est en rapport, on ne sait pas, mais c'est la question doit être posée. La question doit être posée clairement. Merci beaucoup, on va passer au prochain sujet, voilà. Le 5 février 2025, lors du Conseil de ministres, voilà, on a présenté l'adoption d'un projet d'ordonnance, s'il vous plaît, d'augmentation des taxes sur les réseaux de télécommunications ouverts au public et sur la consommation de certains services et biens. Voilà, donc on avait dit sur ce plateau téléspectateurs de Mandé TV qu'on allait suivre ce dossier-là, on allait savoir la suite. C'est tout, oui. C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit et qui fait couler beaucoup d'encre. Oui, ben, il s'agit de nos poches, ça va de soi. Il s'agit de nos poches. Donc, mais peut-être ce que je vais te dire va te surprendre, mais moi je trouve que, à la base, je trouve que c'est une bonne stratégie. Parce qu'en réalité, si on voit l'évolution du monde, personne ne va venir construire notre pays à notre place. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Pour moi, c'est une bonne stratégie. Mais c'est il faut qu'il y ait de la transparence. Et ça, on le dit, c'est vraiment de façon répétitive sur chaque sujet. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'on sache clairement, ce fonds-là, c'est destiné à telle activité. Ça, c'est extrêmement important. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, la redevabilité, les populations vont plutôt percevoir ça comme si on les tombait dessus. Entre guillemets, c'est ça. Moi, j'ai vu des témoignages sur les réseaux sociaux où les gens disaient « Ok, j'ai pas le choix que vous me prélevez sur mon compte, mais sachez que je ne suis pas d'accord. » Comment on fait pour ces Maliens-là? Je suis pas d'accord. Donc, quelque part, c'est comme si on lui privait de son droit de dire « Oui, je ne veux pas ça. » Mais sinon, je pense que c'est une bonne stratégie de pouvoir effectivement lever des fonds et pouvoir réellement asseoir les problèmes, en tout cas les priorités que nous avons, notamment la crise énergétique. Encore que j'ai entendu parler de fonds social par rapport à l'énergie. Ça veut dire, je pense qu'à un moment donné, il y avait une réduction
sur un fonds les de soutien au projet. Voilà, pour la réduction, pour les personnes qui n'avaient pas trop les moyens. Est-ce que réellement l'argent prélevé va juste servir à pouvoir stabiliser le prix de l'énergie, ou bien l'argent prélevé va permettre à ce que les Maliens ont du courant tout le temps? Moi, c'est une question que je me pose parce que c'est pas tellement clair jusque-là. Il faut vraiment de la transparence pour moi dans toutes ces décisions, ces ordonnances-là. Et surtout aussi, non seulement la transparence, et aussi avoir ce recul de permettre aux Maliens de savoir concrètement, ça va aller dans ça, et effectivement, c'est parti dans ça. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on va l'utiliser dans ça, mais il s'agit aussi que quand les fonds seront là, qu'on voit effectivement que c'est parti là-bas. D'accord, merci, c'est tout. Téli, votre avis? Pour moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est votre avis, hein? Parce que pour moi, il y a le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Aujourd'hui, le Malien souffre. C'est vrai, c'est pour notre bien-être. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Le fonds là sera utilisé pour les services sociaux de base, je pense bien, la santé, l'énergie, comme elle l'a dit. Mais, il y a un article aussi qui dit dans l'ordonnance que ces fonds-là peuvent être réutilisés autrement. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai, quoi qu'on fera de ces fonds-là, mais si ça rentre dans l'intérêt de la nation, c'est une bonne chose. Maintenant, mais le timing, aujourd'hui, les Maliens souffrent, nous souffrons davantage. C'est vrai, les 100 francs, les 1%, c'est pas extraordinaire. Hein. Souvent, même, en faisant par jour, là, on peut aller même au-delà de ça. Mais pour moi, le timing n'est pas bon. De deux, ceux-là même qui sont initiateurs, les autorités aujourd'hui, ils sont taxés. Les gens disent que, c'est vrai, c'est une réalité, que c'est à eux d'abord de montrer l'exemple bien avant. Aujourd'hui, la sortie du Premier ministre, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette sortie. Parce que c'est comme pour dire que, voilà, nous aussi, à notre niveau, on avait fait une réduction. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème vient dès le départ. On a vu des responsables du CNT, des responsables qui aujourd'hui, qui jouissent du pouvoir d'aujourd'hui et qui nous disent que, voilà, et pour eux, ils n'accepteront pas 15 centimes soient enlevés de leurs émoluments. Donc, aujourd'hui, on peut demander aux Maliens. Parce qu'eux, en son temps, ils ont dit qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une réduction. Maintenant, on ne peut pas aujourd'hui demander aux Maliens de contribuer, c'est vrai, à leur bien-être. C'est notre bien-être à tous. Mais pour moi, aujourd'hui, ils devraient montrer l'exemple. Je prends l'exemple du Burkina. Quand le capitaine Ibrahim est venu au pouvoir, je dis toute mesure que le capitaine Ibrahim va mettre en place au Burkina, il y aura vraiment une approbation de la population, parce que les gens vont se reconnaître là-dedans. Parce que lui, il a été le premier à refuser les fonds de souveraineté, en refusant le salaire du président. Il a accepté le salaire de capitaine. Mais nos gens, là, au lieu de faire ça, il y a eu une augmentation de budget des différentes institutions. Au niveau du CNT, au niveau de la présidence, au niveau de la primature, il y a une augmentation. Donc, aujourd'hui, on peut demander aux Maliens de cotiser, de donner un peu, et ceux-là même qui sont aujourd'hui les gouvernants, on n'accepte pas de réduire. Aujourd'hui, tout le problème, là, c'est les fonds de souveraineté. Ces fonds-là, il n'y a aucun contrôle sur ces fonds-là. Aujourd'hui, on peut l'utiliser aux fins qu'on veut. Maintenant, l'idéal aujourd'hui, c'était la suppression catégorique de ces fonds de souveraineté-là. Donc, c'est à partir de s'ils décident de supprimer ces fonds de souveraineté. Donc, les Maliens, on doit, même pour le Mali, là, aucun sacrifice n'est de trop. On peut même aller au-delà. Moi, je me rappelle en 2012, quand on a demandé aux opérateurs économiques de faire des contributions. Il y a des opérateurs économiques qui ont donné 100 millions, 200 millions. Mais aujourd'hui, demandez aux opérateurs de venir donner des contributions. Qui va venir donner 1 million? Mais c'était une fierté en son temps de voir des opérateurs comme les Benenco de venir donner, paix à son âme, de venir donner 100 millions. Parce que c'était une fierté pour lui. Mais aujourd'hui, personne ne viendra donner 2 millions, 3 millions. Pourquoi? Parce que ceux-là qui doivent montrer l'exemple n'ont pas montré l'exemple. Donc, honnêtement, aujourd'hui, cette décision, c'est une décision impopulaire. D'accord, Asito, c'est pour revenir vers vous. Est-ce que, comme Téli qui vient de dire, voilà, il fustige ce manque de transparence et de clarté
sur les comptes, parce qu'on a vu pas mal de fonds au Mali, hein, pendant cette période de transition aussi, il faut le dire. Il y a eu le fonds Covid, le fameux fonds Covid aujourd'hui, où les Maliens ne savent pas. C'était un fonds dont les Maliens, en tout cas, beaucoup de catégories pouvaient bénéficier de ces fonds pour pouvoir soutenir, maintenir leurs économies, notamment les activités, les entreprises et tout. Aujourd'hui, ce fonds Covid, les Maliens ne savent pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va devenir, est-ce que tout a été utilisé jusqu'à 0 franc. Je pense que ce droit aux Maliens de leur donner ces réponses-là doit être faite. Et je pense aussi que par rapport à cet axe-là, même si c'est l'initiative, elle est très très bien, elle est très bonne à la base. Mais moi, en tant que femme de médias et qui regarde un petit peu comment les communications se font, il n'y a pas un peu de déficit de communication avec cela? Ah oui, complètement. J'ai envie aussi de rebondir avant de venir à ta question. Il y a une partie où je suis vraiment d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que l'idée était bonne, mais la stratégie pas forcément. Parce qu'il fallait plutôt inciter le patriotisme au niveau de la cotisation que de l'imposer. Je pense que la stratégie aurait été il y aurait plus de gains s'ils avaient plutôt mis en avant l'esprit patriotique que de l'imposer. Je pense que ça, c'est vraiment, et je trouve ça assez pertinent, c'est ça, c'est que peut-être on aurait même donné plus que ça. Peut-être on aurait plus, et en plus, on l'aurait fait de gaieté de cœur, tout simplement. Pour revenir à votre question, le problème, c'est la redevabilité. C'est clair. Il n'y a pas d'autres alternatives. À un moment donné, si on ne dit pas où ces fonds vont, comment ils sont gérés, à quelle fin, il va y avoir un problème là-dessus. Pendant quelle période aussi? C'est ce que les Maliens veulent savoir. Pendant quelle période aussi? Il va vraiment... Parce que comme il a dit, le moment n'est pas propice. Parce que déjà, les gens, ça fait plusieurs années qu'on parle de cela ici. Les gens ont perdu leur travail. Les petites startups, les petites entreprises, moyennes entreprises sont fermées. Les financements se font de plus en plus rares. Avec Trump qui a mis aussi son grain de sel. Et donc, le moment, on est en période de chaleur. La chaleur et le mois de Ramadan va venir s'accumuler sur ça. On n'est pas du tout à un moment propice. Donc, si on ne voit pas l'effet de ces fonds dans la vie de tous les jours, il va y avoir un problème. À mon humble avis. Et ce n'est pas du tout mon souhait, mais il faut prendre les devants par rapport à ça. Pour moi, la communication, elle a raté dès l'instant où l'information est venue sur les réseaux sociaux avant le communiqué officiel du gouvernement. On a vu le ministre des Finances et le Premier ministre parler de cela qu'après les polémiques sur les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle la semaine où c'est sorti, j'ai vu beaucoup de désinformations où les gens étaient en train de se chamailler entre le fait que, oui, 100 francs, voilà, où est 100 francs? Ça veut dire 100 francs, est-ce qu'on va couper 100 francs, ou on va couper 200 francs, ou on va couper 500 francs? Il y en a même qui ont dit que non, ça ne concerne pas Donc, la sortie était un peu ratée. Et ça, c'est pas du tout nouveau. Et le Mali-Croix dont on parle, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir. Parce que je me rappelle du temps d'IBK, c'est des choses qui étaient décriées. On voit les documents sur les réseaux sociaux confidentiels. Ce n'est même pas publié d'abord. Donc ça, c'est des pratiques qui perdurent. C'est vraiment regrettable. Pour moi, la communication, elle a été ratée. Et on a vu même des membres du CNT faire de la mésinformation. Permettez-moi de le dire ainsi, parce que la mésinformation, c'est de véhiculer une information qui est fausse sans savoir qu'elle est fausse. Sur cet axe-là, en disant que c'était faux et après pour venir encore dire que c'était vrai. Donc, pour moi, c'est vraiment complètement raté. C'est vrai. D'accord. Les Maliens, en tout cas, veulent savoir quand est-ce que ces mesures vont... Voilà, le laps de temps. Pendant combien de périodes? Voilà, on prélève maintenant, on prélève pour 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de retour sur cette communication-là. Et en réalité, comment il y aura une réelle clarté et une mise au point de manière officielle aux Maliens? Les Maliens sont maintenant très, très, très regardants à tout ça. Ah oui. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà.
Arrêtez. Ça s'arrête et voilà, moi je tire l'attention un peu par rapport à la crise énergétique. Il ne faut pas poser Parce des que questions. non mais je pose des questions. Il faut poser des questions qui ne sont pas sur la table quand même. Non, je pose des questions Non, parce attends, que attends. j'espère qu'on aura j'espère qu'on aura une communication dans ces jours-ci qui va nous permettre d'avoir des réponses à ces questions-là. C'est le métier aussi de médias de poser des questions à ces tours. Je suis désolée. Il le faut. Si on ne les fait pas, des téléspectateurs nous en voudront, diront pourquoi vous n'avez pas posé les questions. On veut juste des réponses. Hein. Franchement, les réponses sont pas à nos niveaux. On veut vraiment avoir des réponses par rapport à ça. Et surtout, c'est de savoir. Moi, je viens un peu par rapport à la crise énergétique, parce que si je comprends bien, ces fonds aussi vont pouvoir résoudre cette crise énergétique, mais qu'ils arrivent à nous dire comment. Comment ils vont résoudre. Clair, hein? C'est pas très clair. Parce qu'il y avait une réduction pour les gens qui consomment moins. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Il y a un moment donné du Tadibeka, il avait pu réduire la force sociale. Voilà. Donc, c'est pas clair si il s'agit, parce que actuellement ils disent que l'EDM n'est pas rentable parce que justement il y a des gens qui payent peu et qu'il faudrait que l'EDM puisse être une société qui fait du profit. Donc ils sont apparemment il y a un problème à ce niveau pour pouvoir maintenir l'équilibre de cette structure-là. Et donc ce qui n'est pas clair pour moi, c'est est-ce que les fonds vont servir à juste maintenir ce prix bas pour cette frange de la population qui n'en a pas les moyens, ou bien réellement ça va servir à régler le problème énergétique qu'on rencontre ici au Mali. Avec la construction d'autres centrales solaires ou peut-être des barrages ou... Fadima. Mais même à court terme. Fadima. Oui. Même aujourd'hui, même avec... mais assez honnêtement, aujourd'hui, même si le montant était disponible aujourd'hui, à court terme, est-ce que, avec ce qu'on nous a dit, est-ce qu'il y a une solution au problème énergétique? Bonne question, ouais. Non, parce que voilà, on a dit pour que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de retourner vers la Côte d'Ivoire pour aller, pour faire une transaction avec la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir l'électricité. Mais nos gens nous disent, on n'ira plus vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, techniquement, est-ce qu'on peut, avec ces fonds-là, construire les centrales énergétiques et dans un mois, dans 2 mois, que les Maliens puissent avoir l'électricité? Ça va être difficile. Je pense que c'est impossible même. Impossible, parce que techniquement, c'est impossible. Donc, on est parti pour des mois de souffrance encore. Maintenant, la dernière possibilité, ça, c'est le carburant. Ça, c'est le groupe électrogène. Là aussi, il y a des problèmes. Non, mais c'est ça. L'argent qu'on va cotiser régulièrement, là, ça va servir à acheter le carburant. Là aussi, c'est pour parce que le temps qu'on va cotiser. Parce qu'il y a un responsable de consommateurs que j'ai suivi son intervention. Il dit que voilà, l'argent qui sera cotisé, on ne va pas accepter que cet argent-là soit investi dans l'achat des groupes électrogènes. Ah, c'est ça la question. Donc, nous voudrions aujourd'hui des solutions pérennes. Des solutions à long terme, c'est vrai, mais des solutions pérennes. Donc, le système voltaïque, l'énergie voltaïque, c'est vrai, c'est une aubaine. Si dans une année, peut-être, je sais qu'en 2020, ce sera peut-être difficile d'avoir de l'électricité. Mais on attend déjà la production de ceux qui ont été inaugurés en avril 2024. Hein. Les centrales solaires, nous sommes toujours en attente de cette production-là. Hein, quelle centrale solaire? Sur les 3 centrales solaires, Safo et les 2 autres, Safo, il y a un problème, mais les 2 autres, on nous a pas dit. On n'a pas dit qu'il y a des problèmes pour l'instant. Non, le problème, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'à Safo. Mais celui qui va à Sanankorba, c'est aujourd'hui, dépasse Sanankorba, c'est aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est fait à Sanankorba. Donc aujourd'hui, à court terme, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir non, mais le président a répondu à la question. Il a dit qu'il y a des gens qui vont aller étudier ces choses-là. Vous savez, il a parlé de cela. Donc, arrêtez à un moment donné. C'est comme ça que je dis, Fatima. Il y a des questions qui sont claires, quoi. Parce que le problème, on l'a dit l'année passée, le problème énergétique, comme il a si bien dit, si on est d'accord qu'on ne va pas aller en Côte d'Ivoire, et ça a été clair, on est aussi d'accord que les gens vont aller étudier, et après ils vont revenir. Et après tout cela, maintenant, ils vont pouvoir installer tout le matériel qu'il faut. Et c'est vraiment à partir de ces moments-là, on pourra réellement parler de pérennité, ou bien de production constante, ou bien de nombre de kilowattheures qu'on peut... Sinon, jusque-là, les centrales solaires, je pense qu'on a beaucoup parlé de Safo. Le reste, on n'en parle pas parce que justement,
ce n'est pas d'actualité. Sinon, tout le monde sait que le Premier ministre a fait tellement d'entretiens, de va-et-vient par rapport à ce problème de crise énergétique en fin d'année, en début d'année là. S'il y avait réellement les centrales solaires qui pouvaient même produire, même, je te dis, même en décembre 2025, je pense que ce serait sur la table depuis longtemps. Ah, c'est tout. Je pense que vous oubliez une petite partie où la pose de la première pierre, si vous allez regarder un petit peu dans les archives, peut-être sur les réseaux sociaux, lors de cette communication, il a été dit que les centrales solaires sont posées en avril 2024 et qu'à partir de août, on aura un début de production. Tout à fait. Mais encore une fois... Oui, là, on a compris. On est clair là-dessus. Vous m'avez avancé des choses. Moi aussi, je vous avance quelque chose par rapport à ce problème. En tout cas, ce qui est sûr, il faut des éclaircissements. Il faut des éclaircissements par rapport à cette taxe-là. C'est encore mitigé et autres et tout ça. Donc, on attend aussi le retour des opérateurs téléphoniques par rapport à ça, parce qu'on ne connaît pas leur avis. Ils vont être aussi imposés, voilà, de suivre et puis de donner ces fonds. En tout cas, eux, ils ne sont pas touchés. Mais il faut qu'ils sortent aussi pour assurer les citoyens comme quoi rien ne changera sur le forfait, sur rien ne changera. Oui, j'espère qu'il nous donnera cette communication. Oui, comme mais quoi, rien, ça va changer quand même. Oui, mais en plus, en quantité, par exemple, de crédit pour téléphoner, ça reste intact. Non, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer parce qu'on aura réduit de 100 francs. Voilà, c'est ça. Si on achète pour 1000 francs, on n'aura recevoir que 900 francs. En fait, la communication, c'est qu'on aura bien nos 900. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, normalement. Parce que ça, si tu poses cette question, ça veut dire aussi, est-ce qu'on a nos 1000 francs au jour d'aujourd'hui? C'est ça. C'est ça. Non, bon, ça, je pense que ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est vrai. C'est un autre sujet. En tout cas, on a vu des communications qui, le gouvernement essaye de rassurer la population, sur le train de vie de l'État, sur des efforts qu'ils ont déjà faits à leur niveau à hauteur de 100 milliards de francs CFA. C'est de manière globale. On aurait bien aimé que la communication nous dise sur les 100 millions de francs CFA, on a réduit au niveau de la présidence de 1 milliard ou 2 milliards différentes structures. Voilà. Les Maliens sont très regardants aujourd'hui. Et les Maliens veulent surtout des réponses. Voilà. Bon, et puis, un peu ça. Il y a aussi un aspect, ils ont pu faire ça, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a une autre partie malheureusement visible de l'iceberg, c'est qu'on voit au niveau du CNT combien les gens y prennent, ça on le voit. On voit comment sont gérés et comment il y a des recrutements jusqu'à présent. Donc, quand on voit tout ça, même si on dit qu'il y a des efforts qui sont faits, quand même, les populations pensent qu'il y a plein d'efforts encore qui restent à faire. Surtout que là, on a touché à la poche des populations, donc ils vont être encore plus regardants par rapport à ça. Exactement. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Téli. Assez tout pour ce sujet-là. Donc maintenant, je pense que la balle est dans le camp des Maliens, pour dire tout simplement. Nos sujets du pays sont maintenant bouclés. Il n'y a pas d'affaire à suivre. Je pense que là, c'est clair pour ces sujets-là. En région, nous avons la RDC, la situation en République démocratique du Congo qui ne s'arrange pas depuis quelques semaines avec tous ces affrontements de tensions, de guerre. Voilà, assez tout, s'il vous plaît. Finalement, entre Rwanda et même la RDC, c'est un peu dommage parce que beaucoup d'acteurs toujours essaient de calmer cette tension entre les deux pays, mais au finish maintenant on craint même de ne pas aller encore vers une crise comme celle que le Rwanda a connue. Génocide. Oui, parce qu'en réalité ce sont ces mêmes Tutsis en réalité qui étaient entre la frontière de la RDC qui se retrouvent au Rwanda. Il y a toujours ce problème à ces deux. À un moment donné, ces Tutsis ont été reçus par la RDC. Et maintenant qu'il y a un problème à la RDC, ils vont se réfugier de l'autre côté. Et c'est un problème aussi pour les autorités de la RDC.
qui aujourd'hui pensent que le Rwanda fait de l'ingérence dans leurs affaires, alors que de son côté, Kagame, il cherche juste à défendre ou alors à tendre la main à ces gens-là même qui lui ont dans le passé aussi tendu la main. Donc c'est un peu le paradoxe et finalement ce sont les populations qui sont déplacées, ça n'a rien arrangé. Toujours plus d'1 million de réfugiés et des conditions sécuritaires désastreuses, des conditions humanitaires désastreuses, et on le sait, l'aide humanitaire venant des États-Unis a cessé, alors que la plupart de ces fonds venaient justement des Nations Unies ou d'entités qui étaient soutenues par les États-Unis. Donc, ça ne fait qu'empirer, parce que quand il n'y a pas les moyens, bien sûr, la crise s'envenime. Et n'oublions pas aussi que derrière, il y a des intérêts d'ordre des ressources, de gestion de ressources, économique, parce qu'il y a beaucoup de richesses dans ces zones-là, et c'est ce qui fait que les groupes armés veulent forcément détenir ces coins pour pouvoir après s'enrichir, asseoir leur politique, ainsi de suite. C'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage. Mais c'est un constat dans toutes ces régions où il y a des ressources, il y a des problèmes. Merci beaucoup. Téli, quel constat faites-vous? C'est-à-dire, vous savez, le Grand Lac, c'est la zone qu'on appelle le Rwanda, le Burundi, c'est le Grand Lac. Cette zone a toujours été une zone conflictuelle. Depuis 1994, juste après le génocide, comme elle l'a dit, les Tutsis, parce que les Tutsis, c'est une ethnie qui est à cheval entre le Rwanda, la RDC et le Burundi. Mais au Burundi, c'est les Hutus qui sont au pouvoir. C'est les Hutus qui sont supposés être les génocidaires de 1994, qui sont venus en RDC. Maintenant, les Tutsis, aujourd'hui, Kagame, il y a trois volets. Il y a le volet ethnique, que Kagame défend. Il y a le volet économique, que nous savons tous que la réalité aujourd'hui, c'est le volet économique. Imaginez-vous aujourd'hui que le Rwanda est exportateur du coltan. Le coltan, c'est une minerai qui se trouve en RDC. Le Rwanda n'a pas de mine de coltan au Rwanda. Mais comment le Rwanda peut être un vendeur de coltan aujourd'hui? Donc, cela veut dire que Kagame aujourd'hui, il alimente ces conflits-là pour pouvoir exploiter les ressources du Congo. Ça a toujours été le cas. Ça a été le cas avec Kabila père, M. Laurent Désiré Kabila, qui a au finish, au départ était avec le Rwanda et les Ougandais, mais après, quand il a décidé de tourner le dos à ces deux pays-là, ils ont tout fait et finalement ils l'ont assassiné. Et quand son fils est venu, je peux vous dire que c'est la troisième guerre du Congo. La première, c'était avec Kabila père, la deuxième, c'était avec Kabila fils, et la troisième, c'est avec Tshisekedi. Mais moi, je me dis que Tshisekedi n'a pas été un visionnaire. C'est un problème qui est récurrent dans l'est de la RDC. C'est un pays très vaste qui est très difficile à contrôler comme le nôtre. C'est pas facile. Mais quand on fait 4 ans, 2 ans, 3 ans dans un pays, et puis surtout que Tshisekedi, il a fait toute sa vie au Congo, il connaît les réalités. Aujourd'hui, il devrait se poser ce problème-là. Il devrait en faire un problème sérieux et chercher des solutions pérennes. Aujourd'hui, c'est humiliant de voir des soldats congolais qui n'arrivent même pas. C'est-à-dire qu'en son temps, c'est pas pour comparer les deux situations, on avait pratiquement la même situation. Mais voir aujourd'hui des soldats congolais qui abandonnent une ville à la vue des rebelles, c'est même pas des rebelles, des Rwandais. M23. Des Rwandais. C'est le Rwanda qui est derrière le M23. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait. Même les rapports de l'ONU l'attestent. Parce qu'il y a ce deuxième volet-là, le volet économique. En ayant son influence sur cette zone, il y a d'autres pays qui ne vont pas accepter cela, comme l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Ouganda. Il y a une multitude d'acteurs dans cette histoire-là. Il y a certains qui sont avec le Rwanda, comme l'Ouganda. Il y a certains qui sont avec le Congo, comme le Burundi, le Sud-Afrique, comme l'Angola et autres. Donc, ils sont avec. C'est une zone aujourd'hui, depuis les années 90, c'est une zone conflictuelle. Et la RDC, aujourd'hui, la communauté internationale doit tout faire pour sanctionner le Rwanda. Il ne s'agit pas de faire des grandes déclarations. Il faut vraiment des sanctions contre le Rwanda. Mais il est prêt à en découdre. Voilà, mais non. C'est ça le danger, quoi. Non, en termes d'effectifs aujourd'hui, quand tu prends la superficie du Rwanda, c'est comme Kinshasa. C'est-à-dire le Rwanda, c'est 10 fois. La RDC, c'est plus de 20 fois le Rwanda. En termes sur le plan démographique
Le Rwanda ne peut pas faire face, mais le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. C'est ça la réalité. Parce que les puissances étrangères achètent les minéraux que le Rwanda exploite en soutenant les rebelles au niveau de la RDC. Et Tshisekedi, c'est ce que j'ai dit toujours, Tshisekedi n'a pas été un visionnaire. Il devrait axer toutes ses ressources sur la formation de ses militaires, sur essayer de réarmer son armée pour au moins faire face au Rwanda. Qu'est-ce que vous voyez avec cette débandade? Parce qu'il y a des médias qui l'ont écrit, il y a des journaux qui l'ont écrit, la débandade de l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous voyez dans quelques mois, quelques semaines? Ça veut dire quoi? Le régime de Tshisekedi doit craindre vraiment à ce qu'il saute? Non, moi je vois très mal le M23 aller jusqu'à Kinshasa. Je vois très mal le M23 parce que, en termes d'effectifs, ça serait extrêmement compliqué. Parce que quand on prend une ville, on est obligé de délaisser des forces. C'est obligatoire. Donc aujourd'hui, aller jusqu'à Kinshasa, c'est extrêmement compliqué pour le M23. Et je suis certain aussi que la communauté internationale ne va pas accepter que le régime de Tshisekedi tombe. Mais il y a un troisième larron qui risque de pointer son nez. Ça, c'est l'armée. Même aujourd'hui, il y a eu un fake news sur la télévision congolaise où il y a l'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila. On a dit que des militaires ont pris le pouvoir. Très simplement, les militaires aussi profitent de cette situation-là parce qu'ils voient que Tshisekedi a des difficultés. Un civil ne peut pas gérer la situation. Donc, il y a des militaires qui sont au Congo aujourd'hui. Moi, je suis certain que si la situation ne s'améliore pas, il y a ce troisième larron-là qui va profiter de cette situation pour venir au pouvoir, c'est sûr. Vous ne pensez pas que ça va donner des idées réellement à l'armée? Parce qu'on a vu le cas du Gabon. Hein. Ouais. Le Gabon, c'était pas envisageable un jour de voir un fils Bongo pouvoir sauter. Mais le cas du Gabon, on a vu Ali Bongo sauter. Donc, est-ce que ça ne se répand pas aussi comme une poudrée de poussière en Afrique, comme quoi... Les enjeux, moi je dirais que les enjeux sont pareils, les attentes sont pareilles quelque part. Tout le monde cherche le développement, l'émergence. Et c'est le même, c'est à peu près, c'est pas pareil partout, mais c'est à peu près le développement. C'est ça que nous voulons tous. Donc quelque part, nous serons touchés par les mêmes défis. Et moi je suis d'accord avec lui sur le point où oui, le M23 ne sera pas du tout intéressé à aller jusqu'à Kinshasa. Il veut la zone à partir de Kosi, c'est clair. Mais, comme il a dit aussi, ça peut vraiment donner des idées aux militaires. Et comme tu le dis, c'est un vent qui souffle un peu partout. Donc c'est bien probable. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il ne faut pas voir la taille de la démographie pour dire que ils ne peuvent pas. Il faut faire attention. Pour le Kagame, là. Il est assis, hein, mon frère. Pourquoi il est bien assis. Et il a aussi des alliés. Hein. Il est bien assis. Et aussi, n'oubliez pas que il s'agit de formation aussi militaire. Si aujourd'hui, il arrive à s'imposer dans un pays, ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. Et il s'assoit sur les plateaux, il discute ouvertement. Oui, je l'assume. Mes gens sont là-bas, je l'assume. Donc, il faut faire attention. Souvent, il y a des outsiders en bas. Merci beaucoup à Setou, merci beaucoup Téli, voilà pour ce décryptage de la semaine. On se dit sûrement à la prochaine, téléspectateurs de Mandé TV. Je suis avec Madame Assetou Diarra, journaliste reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, merci. Merci. On se dit à la prochaine. Un petit mot pour dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, qui n'ont qu'à faire attention aux jeux en ligne. Il y en a plein de jeux où on vous dit, oui, vous allez devenir milliardaire, vous allez changer de vie. Ne croyez pas à ça. Surtout, et dirigé vers le Mali. Hein. Le Mali est explicitement cité. N'y croyez pas, c'est pas vrai. Ne tombez pas dans le piège de OpenAI une deuxième fois. Merci beaucoup pour ce petit message pour nos téléspectateurs. Téli, Binet Téli, président du réseau des jeunes leaders politiques du Mali. Jeune leader, hein, donc décidé quoi. On est décidé à faire changer les choses. C'est ça. Et je suis sûr et certain que les choses vont changer parce que nous sommes là-dessus en termes de renforcement des capacités des jeunes, en termes de représentativité des jeunes. Nous nous battons aujourd'hui. Il y a la loi sur le genre, la loi 052, qui aujourd'hui, les femmes se sont un peu accaparées de cette loi. Mais nous, à notre niveau, on est en train de faire des plaidoyers pour que nous puissions avoir une loi spécifique pour la jeunesse en termes de nomination et même sur la liste électorale, même la charte des partis politiques. Et je souhaiterais même, je fais un plaidoyer
Qui est jeune? Je fais un plaidoyer auprès de Mandé TV pour que pour que vous intégrez cela très rapidement d'ici la date du 15, pour que nous puissions tenir un débat avec des jeunes politiques, pour que nous puissions venir avec nos argumentaires, faire des plaidoyers sur votre plateau, pour que la situation puisse évoluer en faveur de la jeunesse. De la jeunesse. Donc vraiment, je remercie Mandé. On a vu des jeunes de 50 ans. Hein. Non, qui est jeune? Juste pour rire. À ce tour, cherche pas par l'arbre, comme on dit les voisins. Cherche pas par l'arbre en plus sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup, Téli. Merci beaucoup à Setou pour ce décryptage-là. Merci. Voilà. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci de votre fidélité. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour un autre décryptage.